évoqué à un moment faire partie du secteur privé. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, c'est une partie que je n'aime pas beaucoup parler. Ok. Vous savez, quand j'ai terminé les études, j'avais une idée en tête. À l'époque, quand je suis venu au Mali, il n'y avait pas de Wi-Fi comme maintenant. Et je me suis dit, je vais mettre le Wi-Fi dans tout Bamako. À l'époque, j'avais eu une collaboration avec une structure qui s'appelait Siemens. Et cette structure était expérimentée dans tout ce qui est Wi-Fi, mais dans un autre pays lointain. J'ai dit, mais tiens, je vais le faire à Bamako. Et en même temps, on avait aussi une application qu'on appelait le SMS Callback, parce qu'au Mali, la communication coûtait très cher. Donc c'était du genre un serveur qu'on appelait et on raccrochait, et le serveur rappelait le téléphone, et on pouvait appeler partout à des coûts beaucoup moindres. Et donc je me suis lancé dans ces deux aspects. Ça a été très intéressant parce que, vous savez, c'est pour cela que des fois quand on entend il faut avoir les bonnes idées au bon moment, c'est extrêmement important. J'avais les bonnes idées mais au mauvais moment. Ah. La connexion était très lente. À l'époque, c'était du 56K. Je peux pas. C'était extrêmement lent. Extrêmement lent. Donc, c'est quelque chose que peut-être on aurait attendu 3-4 ans. Ça allait performer, mais voilà. Et, malheureusement, à l'époque, je venais d'arriver et je voulais tout faire. Et j'ai un oncle qui me disait, mais tu veux tout faire. Tu crées trop d'entreprises. J'ai dit, ouais, mais tonton... toi, c'est l'ancienne école, nous, c'est la nouvelle école. On peut tout faire en même temps. Il m'a dit, mais si tu veux tout faire, tu vas tout échouer. Et effectivement, il avait raison, parce qu'en voulant tout faire, on a commencé à avoir des problèmes, parce qu'on ne peut pas tout suivre. Il m'a dit, il faut aller doucement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le futur. Et j'ai pu développer ce que j'avais à développer. Ça fonctionne toujours, hein, mais je ne gère plus. Voilà. Au Mali, vers 2012, on a eu une situation difficile. Il y avait un amalgame qui se créait. Et avec des amis, on s'est posé la question, mais il n'y a plus de partenaires, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on pose des actes, parce qu'on doit faire quelque chose. Et avec les amis, on a cotisé, sans aucun partenaire. Et on a loué un mini-car. Et on a fait le tour de Yelimani, Kai, jusqu'à Gao. Et on faisait les étapes une à une. Et tout simplement, on avait du plaisir à nous arrêter et à dire aux gens de la communauté, ne faites pas d'amalgame. Au Mali, nous avons plusieurs cultures, nous avons plusieurs communautés, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le même Mali. Donc on leur demandait de ne pas se combattre, de ne pas utiliser la violence. Ça, c'est un élément qui m'a marqué parce que ça m'a permis de connaître plusieurs personnes, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup appris, qui n'avaient pas grand-chose à donner, mais qui avaient des réflexions à faire par rapport au pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je vois des gens ici dans la salle avec qui je fais ce tour-là à l'époque. Ça nous a pris des mois pour faire le tour de toutes ces régions, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. Et finalement, ça en valait la peine. Ça en valait la peine aujourd'hui après réflexion. Ça en valait beaucoup la peine d'ailleurs, parce que ça m'a appris à connaître les gens, à voir que les difficultés sont différentes d'une personne à une autre, et que selon là où nous sommes, on a l'impression d'avoir les moments les plus difficiles. Mais il suffit de faire le tour et on a l'impression que finalement on a de la chance. Parce que d'autres ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce qui vous motive à être ce citoyen autant engagé? Vous savez, je ne sais pas, je me dis souvent que il est très difficile pour un pays d'avancer sans ses enfants. Et nous sommes les enfants d'un pays, nous sommes les enfants du Mali. J'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays. Mais quand je suis venu au Mali, il y avait quelque chose que les autres pays n'avaient pas.
Au Mali, on avait le temps de s'asseoir, de discuter, de se confier, de parler de nos problèmes. Et dans d'autres pays, il fallait des psychologues. Dans notre pays, j'avais mes grands-mères, on faisait ce qu'on appelle ziri. Dans d'autres pays, il fallait forcément lire des livres. Nous, on les avait là. Entre nos mains, on s'amusait, on faisait des choses. Et brusquement, lorsqu'il y a une situation qui arrive et qui essaye de perturber ça, le premier réflexe, c'est comment revenir en arrière. Donc, ce qui m'animait, c'est comment poser des actes aujourd'hui pour essayer de faire revenir les choses. Bon, après on se rend compte que c'est difficile de revenir en arrière, mais au moins c'était déjà une première source de motivation, de voir que ce que je ressentais, d'autres le partageaient, et on essayait de poser des actes pour apporter le meilleur autour de nous. Et ça nous faisait du bien de voir des sourires autour de nous. Et je pense que ça, c'était une motivation. D'accord. Revenons un peu en arrière. Comment êtes-vous entré dans la vie active? Alors, j'ai commencé très très tôt. Hein. Vous savez, à l'époque, il y avait un groupement qu'on appelait Jeunesse UNICEF. C'était au niveau de Nyarela. J'étais tout jeune. À l'époque, il y avait un de nos aînés qui, lui, il habitait là-bas. Moi, j'étais à Mayambougou. Et il venait nous parler de cela pour dire non, il faut venir vous engager, il y a telle chose. Et bon, enfin, bref. Et directement, vous avez adhéré? Non, pas directement, parce que je me posais la question, mais pourquoi je vais adhérer dans ça? Mais au fil du temps, lorsqu'on faisait des réunions, on voyait que c'était intéressant. Donc après, j'avais quitté le milieu. Donc quand je suis revenu, j'ai intégré une autre organisation, qui est la Jeune Champ. Au début, je me posais la question pourquoi les gens étaient surtout... Il y avait un membre qui m'impressionnait beaucoup. Il était tellement actif, il bougeait tellement, il voyageait, il allait voir il allait dans d'autres pays, il allait dans les régions. Et je me disais, mais pourquoi lui, là, il est aussi actif? J'ai dit, ce n'est pas normal que quelqu'un soit aussi actif et qu'il n'y ait pas un intérêt derrière. Et je voyais forcément quelque chose qui se cachait et qui n'était pas très clair. Mais après, j'ai compris avec le temps. Il s'investissait dans la communauté parce qu'il aimait voir les autres heureux. Et lorsque vous vous habituez à faire du plaisir aux autres, ce plaisir est immense. Parce que l'argent ne peut pas vous le donner. C'est quelque chose qui est indescriptible. Absolument. Et c'est ça qui faisait plaisir. Et je pense que c'est comme ça que j'y ai pris goût. Sinon, à la base, je suis dans le secteur privé. Et j'ai commencé à lancer mes petites structures. Mais après, j'ai pris goût à ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous inspirait dans cette vie active-là, dans la Jeune Chambre internationale? C'est l'engagement communautaire. Le fait d'aller dans les communautés où on voyait des gens dans des difficultés, on voyait des gens dans des situations très précaires, et de vouloir poser des actes, pas forcément de l'argent qui venait de nous, mais on arrivait à mobiliser des acteurs qui finançaient des projets. Donc ça nous a appris à mobiliser des fonds. Et ça nous a beaucoup forgé. Et je pense que ça m'a même aidé moi personnellement dans d'autres organisations à évoluer. Parce que j'étais déjà prédisposé dans la mobilisation de fonds, j'étais prédisposé à monter des projets, donc ça facilitait beaucoup nos actions sur le terrain. Donc c'est ça qui motivait, c'est ça qui inspirait également. Donc, comme tout parcours, quelles sont les difficultés et autres obstacles que vous avez rencontrés? Je pense que la première difficulté... Au fini, ça revient à nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en vous. Hein. À chaque fois que vous avez des bonnes idées, vous voulez vous lancer, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire non, tu ne peux pas le faire, tu perds ton temps. Le Mali, c'est pas comme ça. Le Mali, ça ne marche pas comme ça. Bon. Et malheureusement, lorsque on écoute ces gens, on croit en ces gens, on finit par baisser les bras. Et c'est ça qui a été le plus difficile parce que l'entourage, lorsque vous essayez de vous développer et que vous avez une autre façon de voir les choses, vous voulez poser des actes, si l'entourage n'est pas favorable, ça devient extrêmement difficile.
c'est beaucoup plus difficile que la levée des fonds. Parce que des fois, on a l'impression que c'est la levée des fonds qui est difficile, mais c'est l'encouragement des gens ou le découragement des gens qui peut tout changer. Donc après, tout dépend de vous-même. Si votre volonté est assez forte et que vous croyez en ce que vous voulez faire, vous allez avancer. Si ce n'est pas suffisamment fort, vous allez écouter les autres et vous allez jeter l'éponge. Voilà. Donc c'est ce qui a été difficile au début. Donc il fallait travailler sur moi-même, mais pas sur les autres. Voilà. D'accord. Donc, au-delà de votre parcours personnel, et si on parlait de l'engagement citoyen, qu'est-ce que signifie pour vous un citoyen engagé? Bon, un citoyen, c'est d'abord quelqu'un qui respecte les règles. Hein. Vous savez, dans la société, il y a toujours des contrats. Il y a toujours un contrat qui régit une société. Peu importe la taille de la société, de la communauté, il y a toujours un contrat qui est écrit ou non formel. Mais il y a toujours quelque chose qui régit une société. Aujourd'hui, ce qui nous régit, nous, on va dire que c'est notre constitution, ce sont nos lois, ce sont nos textes. Donc pour moi, la première chose, c'est d'abord de respecter ça. Vous savez, lorsque vous respectez les textes, ou vous faites de votre mieux pour respecter les textes, vous allez contribuer à l'évolution de la société. Parce que c'est un engagement commun. C'est une majorité, en tout cas un grand nombre de la population, qui décide à un moment donné d'écrire quelque chose pour le bien de tout le monde. Donc il faut d'abord respecter cela. Je pense qu'il y a beaucoup de doses de spiritualité derrière. Hein. Okay. Ouais, c'est important. Je pense que, au-delà bien entendu de l'encadrement des parents, il y a cette dose de spiritualité. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se rappelle que derrière toute difficulté, il y a une facilité, je crois que ça donne un peu de... soulagement. Beaucoup de soulagement. Parce qu'on se dit qu'en réalité, toutes les difficultés sont passagères. Maintenant, ça dépend de chacun. Si tu te bats, tu t'en sors. Si tu ne te bats pas, ben, tu finis entre les griffes des difficultés. Donc, l'idée, c'était de voir comment s'en sortir. Et je pense qu'il y a plusieurs volets qui sont là. Au-delà de cette spiritualité, il y a la formation. On se rend compte des fois que nous voulons atteindre un certain niveau, mais nous n'avons pas le bagage pour le faire. Donc, il faut se former. Et donc, ça m'a poussé à faire beaucoup de formations. Ça m'a poussé à étudier encore. Hein. J'avais fini, j'ai continué, j'ai eu un double master après, parce que je visais quelque chose de précis. Et dans le secteur privé à l'époque, il fallait comprendre un peu les produits que j'avais, comment faire développer ces produits. Avec un oncle, nous avons lancé la première carte Visa du Mali. Ah, oui, oui. Okay. La toute première carte Visa du Mali, je l'ai fait avec un oncle, celui d'ailleurs qui me conseillait, pour dire ne va pas dans tous les sens. Et donc c'est pour vous dire que tout dépend de comment on veut faire les choses et comment on se bat avec. Et j'avais une conviction, je ne voulais pas d'aide de la famille parce que je me disais que les parents avaient déjà investi. Ils se sont battus, ils ont investi dans mon éducation, à la maison et à l'école. Donc la prochaine étape, c'était forcément moi, à prendre le relais. Donc j'ai toujours refusé d'avoir certaines facilités. Je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis tombé plusieurs fois. Et je me suis relevé, mais j'apprenais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je me permets de parler de certaines choses aux jeunes, mais c'est du vécu. Donc j'en parle parce que je l'ai vécu. Et je me dis que avec la persévérance, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Toujours. Et avec l'appui de Dieu, bien entendu. Voilà. D'accord. Nous parlions aussi d'un citoyen engagé. Oui, donc vous avez un peu expliqué ce que c'est qu'un citoyen engagé. Mais pour vous, pensez-vous que l'engagement citoyen est-il une question de moyens? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'engagement n'a absolument rien à voir avec les moyens. Lorsque vous voulez aider quelqu'un, et rien qu'à lui donner le sourire, est-ce que vous avez besoin d'argent pour ça? Non. Lorsque vous voulez aider dans votre environnement et que vous devez balayer devant chez vous, vous n'avez pas besoin d'argent. Lorsque vous voulez conseiller des gens ou transmettre des messages positifs, vous n'avez pas besoin d'argent.
Et tout ça, ça fait partie de la construction. Lorsque vous voulez conseiller les gens à ne pas violer les règles, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les moyens. Les moyens sont là pour appuyer les premières étapes que nous sommes en train de faire, pour les amener à d'autres échelles. On peut avoir des moyens qui vont nous permettre d'amener les choses à d'autres échelles. Mais les moyens ne sont pas les éléments les plus importants pour pouvoir poser des actes citoyens. Tout est donc une question de volonté. Tout est une question de volonté, d'ambition et d'engagement, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, quel changement de comportement souhaitez-vous voir au sein de la communauté malienne où on parle plus du Mali Koura? Moi, je pense que le Mali Koura, c'est une vision des plus hautes autorités afin que chaque Malien puisse vivre par ses moyens et de façon convenable. Et dans ce cadre-là, nous avons tous des efforts à faire, y compris au niveau de l'État, mais chacun a des efforts à faire. Parce que vous savez, il y a des actions que nous posons qui ne sont le fait ni du ministre, ni du Premier ministre, ni du Président, ni de qui que ce soit. Les actions que nous posons aujourd'hui et que nous allons violenter un voisin, ce n'est pas la faute du ministre. Lorsque on est assis au grain à prendre du thé et on veut que le travail vienne nous retrouver au niveau du grain, ce n'est pas la faute du ministre. Moi, on me disait une chose quand j'avais terminé, on m'a dit la recherche de l'emploi est un emploi. Parce que si tu veux avoir un emploi, il faut que tu puisses te réveiller tôt le matin, te laver, t'habiller, préparer tes documents, ton CV, tout le reste. Et tu vas faire du porte-à-porte. J'ai fait du porte-à-porte pendant des années. Et finalement, ça a porté fruit. Ça porte toujours fruit. Parce qu'on va te fermer 100 portes et il y a une porte qui va te dire, ok, on va t'essayer. Une porte qui va dire, on va t'essayer. La 101e porte, c'est une question de volonté. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'engagement. C'est une question de vouloir avancer. Maintenant, il y a deux choses. Soit on est paresseux, soit on ne l'est pas. S'asseoir pour que les choses viennent, ça ne marche jamais. Et dire qu'il n'y a pas de boulot, pour moi, ce n'est pas la solution. En réalité, il y a du boulot. Mais ça dépend de quel boulot tu as réellement envie de faire. Si tu veux forcément être dans un bureau et que tu ne trouves pas le bureau, oui, effectivement, il n'y a pas de boulot pour toi. Mais si tu veux réellement travailler, c'est à toi de voir qu'est-ce qui ne va pas dans la société. Je me souviens à l'époque quand je venais et que ça ne marchait pas avec ce que j'ai dit dans le secteur privé. J'ai vu une annonce de l'État à l'époque. L'annonce de l'État disait « Toutes les écoles doivent avoir une salle informatique. » Toutes les écoles. Ah, j'ai dit « Tiens, ça c'est intéressant. » Et comme les écoles n'aiment pas beaucoup, des fois à l'époque, financer dans ces choses-là, parce que c'était nouveau, j'ai dit, tiens, on va profiter de ça. Et on a fait le tour de certaines écoles. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Écoutez, on va vous installer une salle informatique gratuitement. Wow. Vous ne payez rien. Mais derrière, chaque élève de votre école, dans ses frais de scolarité, vous rajoutez un forfait. Et pendant 2 ans, on vous rétrocède la salle. Donc tous les mois, les élèves payaient. Mais comment on a eu la salle? Ce n'est pas de l'argent qu'on a allé chercher. C'est que je suis allé voir quelqu'un qui vendait des ordinateurs. Il dit, tiens, j'ai un projet et j'aimerais que tu m'appuies sur ce projet. Mais voilà les modalités de remboursement que je te propose. On est tombé d'accord. Il a équipé une salle avec 10 ordinateurs. Ça fait une salle informatique pour l'école. Oui. L'école était partante parce qu'au bout de 2 ans, l'école allait pouvoir avoir une salle informatique gratuitement. Et c'est comme ça qu'on a lancé le processus. Et nous, on formait les élèves, Word, Excel, PowerPoint. L'école gagnait parce que ses élèves étaient formés et en même temps, l'école respectait les directives de l'État. Et nous, derrière, on gagnait parce qu'on faisait partie des frais de scolarité de cette école et on recevait mensuellement notre argent en fonction du nombre d'élèves.
Donc au bout de 2 ans, on avait suffisamment rentabilisé, on avait remboursé, on avait notre argent et puis bon, on passait à une autre école. C'est ce qu'on appelle transformer les difficultés en opportunités. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est exactement ça tout le procédé. En fait, il faut savoir avoir le flair. Le travail, ce n'est pas forcément ce qu'on vous offre. Le travail, c'est ce que vous pouvez inventer, créer et mettre en place.